Bonjour à toutes et à tous, les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de Ce qui nous attend, titre de votre livre, général Trinquant, aux éditions Robert Laffont. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, Vigipirate, parlons de la France d'abord, avant de parler de la Russie. Vigipirate à son maximum, ça a été décrété hier soir. En France, le risque est grand. Il existait, le risque terroriste existait, amplifié par ce qui s'est passé à Moscou. Ça veut dire que l'État islamique peut frapper partout. Chez nous comme ailleurs. Oui, tout à fait, chez nous comme ailleurs. On l'a oublié parce que depuis 2 ans, on ne parle que de la guerre en Ukraine. Mais cette menace, elle est toujours là. Elle s'est concrétisée à Moscou, elle pourrait se concrétiser à Paris. On le sait, dans la prévision des Jeux Olympiques, tout le réseau de surveillance est en éveil. Mais là, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pour ça que le niveau a été relevé. 137 morts, 180 blessés, c'est le dernier bilan à Moscou. Moi, j'ai 2 questions, évidemment, qui vont vous paraître peut-être un peu saugrenues. Et pourtant, première question, peut-on affirmer que l'attentat de Moscou a été commis par l'État islamique? Peut-on écarter totalement l'implication de l'Ukraine? Alors, écarter totalement l'implication de l'Ukraine, oui, je le crois. D'abord, l'Ukraine n'aurait absolument aucun intérêt à faire un massacre dans la population civile de cet ordre-là. Quant à l'État islamique, il l'a revendiqué. Il y avait des alertes qui avaient été lancées au préalable. Je crois que ça a été un manque de vigilance de la part des Russes. Je vais y revenir. Ces Russes. Et je crois que effectivement, l'État islamique est en recomposition, en particulier dans cette zone d'Afghanistan, qui lutte contre les talibans, faut le rappeler. Et je crois que oui, il y a une réalité. Oui, l'État islamique au Khorasan, effectivement, qui est impliqué dans des combats féroces en Afghanistan contre les talibans. Bien, j'ai une autre question. Peut-on écarter totalement la piste d'un attentat perpétré par les Russes eux-mêmes contre leur propre population? Ça nous paraît tellement invraisemblable. L'option intermédiaire, c'est qu'ils aient laissé faire. C'est-à-dire, sachant qu'il y avait une attaque qui se préparait, soit par manque de vigilance à la suite des élections, parce que les élections avaient concentré les services de sécurité pour qu'il n'y ait pas de problème à Moscou en particulier. Il y a eu un relâchement et donc inadvertance, soit ils ont volontairement laissé faire. Il faut noter 2 chiffres. Les services sont intervenus au bout d'1 heure et demie seulement, ce qui est quand même dans une ville qui est tellement sous surveillance comme Moscou surprenant. Et ensuite, ceux qui ont perpétré l'attentat ont fait 600 km avant d'être arrêtés. Donc ce sont 2 chiffres un peu suspects, mais on n'en sait rien. Le président Poutine dit laisser faire l'enquête. Oui. Le problème, c'est que l'enquête va être trafiquée, on le sait. Bien, oui, je vais revenir sur la défaillance des services de sécurité. Il y a eu des élections il y a peu de temps. N'est-ce pas l'une des raisons pour lesquelles les services de sécurité ont été défaillants? Un relâchement, parce que la société russe, on le sait, est très contrôlée. Elle était très contrôlée à l'occasion de ces élections, on l'a vu, mais n'était-ce pas un relâchement? Si, il y a probablement un relâchement qui marque d'ailleurs à la fois l'ignorance des services de sécurité sur une menace majeure, parce qu'il y a eu des arrestations par les services de sécurité il y a quelques semaines de djihadistes, donc on sait que c'est pas totalement absent, mais ils ne pensaient peut-être pas arriver à ce niveau-là. Au passage, il n'y avait aucun filtrage pour l'entrée dans ce lieu de spectacle. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas un niveau, comme chez nous, de vigilance attentat qui oblige à mettre en place des filtrages à l'entrée des salles de spectacle. Alors, maintenant, tout le monde attend ce qui va se passer. Les jours prochains, les heures, les jours, les semaines prochaines vont être décisive. Chaque fois on dit cela, décisive, mais importante, avec la réaction de Vladimir Poutine. Oui, Vladimir Poutine a mis 19 heures avant de prendre la parole.
il a pris la parole. Ça, c'est un classique. Oui. En général, il prend rarement la parole dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il l'a pris dans l'immédiat simplement pour féliciter les pompiers, les médecins, etc. Mais ensuite, sa vraie prise de parole, 19 heures plus tard, ça a été immédiatement pour accuser l'Ukraine, indirectement. Et je pense que pour le président Poutine, si vous voulez, la Russie est en guerre. On le sait depuis les élections, puisque monsieur le porte-parole du Kremlin a employé pour la première fois le mot guerre. Ça veut dire Dmitri Peskov. Exactement. Ça veut dire que, d'une certaine façon, pour le président Poutine, il faut revenir à la guerre, qui est l'essence du régime poutinien aujourd'hui. Simplement, la guerre avec deux fronts, c'est compliqué. Donc la guerre face à l'Ukraine, c'est plus simple. Ça fait 2 ans que toute la population russe, on la rabâche sur le problème de la guerre avec l'Ukraine. Donc c'est pas la peine d'ouvrir un deuxième front. Donc est-ce que vous croyez que nous allons assister à une intensification des opérations militaires russes en Ukraine ? Alors moi, je vois pas très bien quelle intensification il peut y avoir. Sur le terrain, il y a... Je dis pas que la situation est figée, mais l'armée russe a du mal quand même à progresser. Elle progresse, mais très très peu. Donc l'intensification, ça peut être sur les missiles, et non pas en volume, mais en qualité. Une intensification, ça pourrait être des missiles sur des lieux de pouvoir ukrainiens, qui n'ont pas été frappés pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'énergie. Donc ça serait une escalade majeure pour les Russes. Est-ce qu'ils en arriveront là ? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut noter qu'il y a échange de missiles, puisque la Crimée, de son côté, est attaquée par les Ukrainiens. Vladimir Poutine, pourrait-il accepter la réalité du terrorisme islamique ? Peut-il aujourd'hui accepter la réalité du terrorisme islamique dans son pays ? C'est très difficile pour lui. On le voit bien dans tous les discours qu'il fait, il y a toujours des représentants des cultes musulmans qui sont au premier rang. Il veut faire croire que la société russe est une société multiculturelle qui accepte tout le monde. Il fait oublier un petit peu ses actions en Tchétchénie, où certes, la Tchétchénie est son allié, mais après avoir mis un dictateur à sa place et qui écrase une partie des Tchétchènes. Et n'oublions pas qu'il y a des Tchétchènes qui luttent en Ukraine contre la Russie. Donc cette image de société multiculturelle est une fausse image. C'est une image de ralliement au dictateur, en fait, et pas d'acceptation des différences. Bien, donc vous écartez totalement la piste ukrainienne dans cet attentat, même si, et ça m'a frappé, Nord Stream 2, les Ukrainiens avaient démenti le sabotage. Oui, alors là, moi, depuis le départ, je me souviens que je m'étais fait un peu agresser sur ce sujet. J'avais pensé que c'était les Américains qui l'avaient fait. Alors là, c'est les Ukrainiens. Dans quelle mesure les Américains les ont aidés, je ne sais pas. Mais... je ne pensais pas que ça serait les Russes, en tout cas, qui le feraient. Mais il y a des coups tordus des deux côtés, c'est certain. C'est certain. Évidemment. Mais, si vous voulez, entre détruire un pipe et tuer des civils dans le nombre qu'on a vu il y a 48 heures, ça me paraît quelque chose d'assez improbable pour les Ukrainiens. Alors, les services secrets américains ont prévenu les Russes. On ne sait pas exactement à quel niveau et ce qu'ils ont dit aux Russes. On ne le sait pas. Mais ce que l'on constate, c'est que les services secrets américains et russes se parlent. Oui, alors je pense qu'avec les services français, et lorsqu'on parlait de Vigipirate aujourd'hui, il y a probablement des informations qui nous sont parvenues, par quel canal, je ne sais pas, mais sur l'ennemi commun qu'est le djihadiste, il est certain que les services se parlent. Pourquoi ? Parce que le fameux djihad Khorasan, c'est, rappelons-le, celui qui a fait un attentat à Kaboul qui a tué 11 à 12 Américains. Donc les Américains, les services, les suivent de près. Et ils se disent, aujourd'hui c'est Moscou, demain ça peut être Washington. Et attentat en Iran aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, je crois qu'il y a une lutte globale contre ces mouvements et que les informations se passent. Alors, quel renseignement ? Vous avez raison. L'ambassadeur russe à Moscou dit on nous a pas donné de renseignements spécifiques. Ça veut dire qu'on leur a pas dit à quelle heure et quand ils allaient attaquer. Bon, mais le fait qu'il y ait une menace sur des salles de spectacle, ça, c'est déjà une menace importante qui doit conduire soit à annuler les spectacles, comme vient de le faire la Russie, soit à mettre en place des dispositifs de protection. Comment va réagir la société russe ? C'est maintenant la grande question, parce qu'elle découvre les failles sécuritaires. Elle se sentait protégée, elle va se sentir moins protégée. Comment va-t-elle réagir ? Là aussi, c'est une des questions
pour les jours qui viennent. Oui, c'est une question extrêmement difficile parce qu'on a beaucoup de mal à regarder l'intérieur de la société russe. On pense qu'il y a 15% de gens qui soutiennent la guerre en Ukraine, 15% qui sont contre, et au milieu, on ne bouge pas trop. Et il est difficile de savoir, mais en revanche, là, ça touche à la société russe qui est attaquée en son cœur. On voit bien avec les manifestations, les monceaux de fleurs qui sont mis en place. Et donc, je pense qu'il y a une inquiétude qui s'installe dans la société russe. Général Trinquant, je reviens sur l'avertissement américain. Comment se fait-il que Vladimir Poutine ait pu ignorer cet avertissement des services secrets américains? Est-ce que c'est l'État profond qui lui-même l'a ignoré, finalement n'informant peut-être pas véritablement Vladimir Poutine, ou bien est-ce un grand classique? Moi, je me souviens de Netanyahou informé avant le 7 octobre qu'il allait se passer quelque chose et que le Hamas préparait une opération. Alors c'était ignoré aussi, ça a été ignoré. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, l'ignorance des renseignements fournis, c'est un grand classique, vous avez raison. Oui. Ça existe dans tous les régimes. On n'a qu'à revenir à notre histoire en 1939. Les informations étaient là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'antagonisme entre les Américains et les Russes. Il est difficile pour les Russes, pour les services russes, d'accepter que ce que les Américains leur disent ne soit pas de la propagande. Et là, je crois qu'ils ont tort de ne pas penser que les ennemis de nos ennemis restent nos ennemis et non pas nos amis. Et donc, il y a cette difficulté qui est une difficulté beaucoup plus idéologique qui est au cœur du pouvoir russe. On va changer de guerre. La guerre entre l'Israël et le Hamas, c'est le feu indispensable, Général Trinquant? Oui, bien sûr. La guerre, si vous voulez, le problème, là, c'est le problème de M. Netanyahou. Il n'a pas fixé d'objectif, si ce n'est la destruction du Hamas. L'armée israélienne sait qu'elle n'y arrivera pas complètement. On le voit bien, dans la zone nord, qui est occupée depuis 5 mois par l'armée israélienne, il y a toujours des attaques du Hamas. Donc, le problème, c'est sur quoi débouche-t-on ? Et là, il y a la deuxième question, bien sûr, c'est la libération des otages. Donc, il va falloir à un moment libérer les otages. Je rappelle qu'à part 3 otages, ils n'ont été libérés que lorsqu'il y a eu un cessez-le-feu ou une trêve. Oui. Donc, il va bien falloir... Puis le deuxième point qui intéresse beaucoup les Américains, mais aussi nous, les Occidentaux, c'est que le jusqu'au-boutisme israélien conduit en fait le reste du monde à se braquer contre Israël et indirectement contre les Occidentaux. Donc les Occidentaux ont besoin de faire comprendre qu'ils ne sont pas forcément du côté du jusqu'au-boutisme de M. Netanyahou. Justement, j'avais une question à vous poser. Qu'aurait à perdre Netanyahou en acceptant un cessez-le-feu? Le pouvoir. Puisque... C'est pour ça que je vous posais la question. Le pouvoir, tout bêtement. Monsieur Netanyahou, d'abord, a une ligne politique qu'on peut lui reprocher, mais qui est la sienne, c'est pas de Palestine. Il ne veut pas entendre de Palestine. D'ailleurs, au moment où monsieur le secrétaire d'État américain arrivait en Israël, il acceptait une nouvelle colonisation. Donc ça montre bien qu'il n'a rien à faire des opérations des Occidentaux. Deuxième point, on sait que dès qu'il ne sera plus chef du gouvernement, il va passer devant les tribunaux. Donc il a une raison fondamentale politique et une raison personnelle qui le conduisent à aller jusqu'au bout. J'ai vu l'avertissement d'Emmanuel Macron hier. Tout transfert forcé de population constituerait un crime de guerre. C'est un avertissement lancé à Benyamin Netanyahou. Bien sûr, c'est un avertissement très clair, parce que le problème, c'est qu'on voit petit à petit s'acheminer le fait que Gaza va être tellement invivable qu'il va proposer une solution humanitaire, entre guillemets, en disant on les met ailleurs. Et donc, ça serait un crime contre l'humanité. Voilà un objectif inavoué. Ouais. Qui accompagne l'offensive militaire israélienne, mais objectif inavoué. Oui, bien sûr. Objectif inavoué parce qu'il se heurte, bien sûr, à l'Égypte, qui n'a pas du tout envie de voir arriver les Palestiniens, et à la Jordanie ou au Liban, les voisins immédiats qui ont déjà suffisamment de population palestinienne sur leur territoire. Alors, vous connaissez bien l'ONU, Général Trinquant. Est-ce que l'ONU est impartiale dans ce conflit? Parce qu'il y a eu des accusations. Il y a des accusations de part et d'autre, mais essentiellement des Israéliens, sur le rôle de l'ONU à Gaza. Est-ce que l'ONU est impartiale? Alors, premier point, la position des Israéliens et du gouvernement israélien vers l'ONU. Ils détestent l'ONU. Je l'ai pratiqué puisque j'ai commandé un bataillon au Liban. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ensuite, ils ont
accusé l'agence onusienne, l'UNRWA, qui s'occupait de la distribution. Et il y avait effectivement des cas de gens qui travaillaient au sein de l'UNRWA, 11 000 personnes quand même qui travaillaient, et je crois qu'il y en avait 12 qui avaient été identifiés comme étant très proches du Hamas. Enquête a été faite, ils ont été éjectés, et ça a tellement bien fonctionné que, regardez, les Pays-Bas ont accepté de revenir financer l'UNRWA parce qu'ils considèrent que l'UNRWA a pris les mesures nécessaires. Donc, il y a un antagonisme évident entre Israël et l'ONU, et les agents de l'ONU, elles veulent faire qu'une chose, c'est aider la population israélienne, palestinienne, je rappelle qu'ils sont là-bas depuis 1948, et leur but, c'est d'aider les populations palestiniennes, donc ils ne font que leur job, si j'ose dire. À propos de l'ONU, une question revient aussi. Est-ce qu'il faut réformer le Conseil de sécurité et, par exemple, supprimer le droit de veto? Ça, c'est un débat qui est ouvert. Vous avez raison, c'est une évidence. Les agences de l'ONU fonctionnent bien. L'Assemblée générale permet de discuter avec tout le monde, mais il n'y a pas de décision à cause du Conseil. Et il y a deux problèmes au Conseil de sécurité. C'est sa composition, mais on en discute depuis 30 ans et on n'arrive pas à changer. Vous êtes pour un élargissement? Oui, mais le problème, c'est que les pays eux-mêmes qui pourraient rentrer dans l'élargissement n'arrivent pas à s'entendre. La Chine ne veut pas de l'Inde, l'Afrique du Sud ne veut pas du Nigeria, le Brésil ne veut pas de l'Argentine ou vice-versa, donc ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous avez raison, c'est le problème du droit de veto. Parce que le droit de veto bloque tout le système systématiquement, on le voit actuellement, entre les Russes et les Américains, quand on parle de Gaza ou quand on parle de l'Ukraine. J'avais aussi une question à vous poser sur le Sénégal, avec finalement le candidat du pouvoir battu au Sénégal. Les populations dans le monde aujourd'hui n'ont plus peur de l'inconnu. N'ont plus peur de candidats populistes ou de candidats. C'est symptomatique. Oui, renverser la table. C'est quelque chose qui est admis. Alors, à différents titres, dans les élections, vous venez d'en parler, dans l'usage de la force. C'est le président Poutine qui l'a montré. Il a dit, moi, pas de problème, maintenant je fais la guerre. Mais dans les élections, c'est intéressant. Et à propos du Sénégal et de l'Afrique, il y a des mouvements de balancier. On l'a vu avec les coups d'État au Sahel. On verra ce que ça devient. À mon avis, ça ne va pas durer trop longtemps parce que les États du Sahel sont dans une situation absolument catastrophique. Au Sénégal, moi, je me réjouis du fait que, enfin, le Sénégal puisse jouer des élections démocratiques. J'ai reçu plein de messages du Sénégal qui me disaient, en général, que fait la France? Je disais, arrêtez. Vous ne pouvez pas demander à la France-Afrique d'arrêter et demander à la France d'intervenir. Et lorsque l'Union européenne a fait une déclaration, j'ai dit, l'Union européenne a déclaré. Ah oui, mais c'est pas la France. Je dis, vous croyez que l'Union européenne a fait sa déclaration sans accord de la France? Donc arrêtez de demander tout le temps. Et là, les Sénégalais, alors évidemment, ça ne convient pas tout à fait au pouvoir, mais c'est la règle de la démocratie. Service militaire obligatoire, le sondage est sorti hier, 65% des Français y sont favorables. Vous aussi? Écoutez, c'est un sujet extrêmement compliqué. Oui. Je suis favorable à une implication plus grande des citoyens. Oui. Le service national obligatoire, maintenant, ça voudrait dire 750 000 jeunes, tous les gens, sous les drapeaux, pour leur apprendre quoi? Lorsque j'ai commandé uniquement des appelés, moi, jusqu'en 97, nous avions la nation en armes, parce que sur la frontière, à 2 étapes du Tour de France, nous avions le pacte de Varsovie. Maintenant, c'est plus vrai. La frontière est quand même très loin. Ceci étant, l'implication des citoyens français dans la défense est une nécessité. On le voit bien dans les époques troubles dans lesquelles nous sommes. Il y a un appel. Alors le sondage le marque. Alors il faudrait voir. C'est probablement pas uniquement ceux qui devraient faire leur service qui sont favorables. C'est plutôt une génération un peu plus âgée qui ne retient que les bons souvenirs du service militaire, bien sûr. Donc c'est un sujet. Aujourd'hui, on augmente les réserves, par exemple. Devrions-nous faire plus avec une garde nationale renforcée? C'est possible. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes d'infrastructure. Donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais une implication plus grande des Français, des citoyens français dans la défense, c'est une évidence. Général, j'ai une dernière question. Est-ce que vous allez vous engager sur la liste Renaissance conduite par Valérie Hayé pour les européennes? C'est pas à moi de décider. Vous en avez envie? Moi, d'abord, vous le comprendrez, de la part d'un soldat, s'engager pour son pays, c'est un devoir.
Oui. Quand on ne peut plus le faire sous les armes, c'est mon cas, on m'a décidé, j'étais trop vieux, donc j'ai quitté. Donc l'engagement que je fais aujourd'hui devant vous au micro, que je fais sur les chaînes, c'est une volonté de ma part. Si politiquement, et dans le cas de l'Europe, parce que l'Europe, pour moi, est vraiment l'objet de toutes nos attentions au mois de juin, puisque c'est cette Europe qui peut affronter les menaces diverses et variées, que ce soit le djihadisme ou M. Poutine, dans les années à venir. Donc ça peut être une volonté que je partage. Maintenant, est-ce que je m'engagerai sur une liste? Ça, c'est pas à moi d'en décider. Mais c'est pas à vous Mais si on vous le propose? Si on me le propose, je pense que j'accepterai, parce que j'ai envie de continuer à servir mon pays. Et on vous l'a proposé ou pas? Pour l'instant, on me l'a pas proposé, non? Pour l'instant, vous l'a pas, parce que j'ai vu des. Les journalistes sont beaucoup. Les journalistes donnaient des informations. Donc pour l'instant, on vous l'a pas proposé. Mais si on pense à vous et si on vous le propose, vous dites oui. Oui, probablement. Alors je répète, les journalistes sont mieux informés que moi. Mais l'engagement, ça fait partie de ma nature. Si je suis rentré à Saint-Cyr, c'est par engagement à l'époque où nous étions face au pacte de Varsovie. Aujourd'hui, on me demande de commenter, aller au-delà des commentaires et dans l'action. C'est sûr que ça intéresse un militaire. Merci Général Dominique Trinquant d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300. Après les infos, nous reviendrons notamment sur ce sondage autour du service militaire. Beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Merci à vous. Merci.